Considérez ChatGPT comme soit un coach pour vous aider à réfléchir ou comme un assistant, vraiment un stagiaire. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables. Mais comme d'habitude, vous le savez, parce qu'il y a eu le jingle juste avant. Et donc voilà, ça fait plaisir. Aujourd'hui, un épisode qui, je l'espère, entre le moment où on l'enregistre et le moment où on va diffuser, c'est-à-dire un mois à peu près, il ne se sera pas passé trop de choses pour que ce soit encore d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, gros focus sur l'IA, l'IA au sens large, avec un grand expert du sujet, mine de rien. On en discutait un peu avant. Mais Vénitien Ducart, qui est expert comptable et du coup, tu as beaucoup bossé le sujet, tu vas nous en parler un peu après. Donc, j'ai vraiment envie de rentrer avec toi sur comment cette révolution, cette évolution, cette transformation, on l'appelle comme on veut, impacte en réalité aujourd'hui les cabinets. Et j'ai pas envie qu'on se dise tiens, je vais passer à côté du truc ou c'est juste un effet d'annonce il y a 2 ans de ChatGPT, etc. Non. Donc là, on va parler d'IA générative au sens large, pas forcément que de ChatGPT, mais à la fin de cet épisode qui va durer 1 heure si on tient le tempo, le timing, on aura des actions concrètes sur comment vous pouvez l'utiliser dans votre cabinet et que ce soit pas simplement juste pour corriger les fautes d'orthographe. Quoique c'est déjà une bonne chose. Donc au menu du jour, on va revenir quand même un peu sur ton parcours, Vénitien, si tu veux bien, parce que comme je te le disais en amont, on a échangé et j'aurais aimé entendre un peu ton parcours lorsque j'étais en cabinet, parce que c'est un parcours classique et en même temps différent. Donc voilà, on revient sur ça. On va traiter sur comment commencer avec l'IA concrètement dans les cabinets, les conseils essentiels et les erreurs à éviter, des cas concrets d'utilisation en cabinet et on finira par les classiques ressources, etc. Est-ce que c'est OK pour toi ce programme ? C'est parfait, Alexis. Eh ben, écoutez, installez-vous, sortez les stylos, ouvrez votre ordinateur si vous êtes devant l'ordinateur. Bon run si vous courez, parce que je sais que certains courent en écoutant. Tiens, d'ailleurs, en parlant de run, mais c'est pas l'objet, si vous êtes chaud pour faire le marathon de Paris, je me dis, est-ce qu'on pourrait pas profiter du podcast en 2025 ? Rien à voir sur cette intro, je suis parti en vrille. Mais je me dis, tiens, si vous êtes chaud de le faire, je me dis, j'ai envie de chauffer un peu de monde pour faire les plans d'entraînement. Donc voilà, si appel à ceux qui veulent, envoyez-moi un petit message et on verra ce qu'on peut faire tous ensemble. Je ferme la parenthèse, je suis parti en vrille direct dès le départ de ce podcast. Vénitien, je te laisse la parole pour te présenter quand même. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation et bienvenue au micro de l'Accounting Business Club. Merci à toi surtout pour l'invitation. Je commence direct, j'en peux plus. Je t'ai fait une intro, je suis parti en vrille, mais c'est ça que j'aime bien. C'est ça, on va passer un bon moment, je sens. On va parler d'IA en fait, et du coup, tu vois, l'échange qu'on vient d'avoir là avec cette intro, ça c'est pas une IA, tu vois, ça c'est naturel, et du coup, on replace l'humain au centre du truc. Exactement. Et c'est tout l'intérêt, en fait. On va pouvoir travailler aujourd'hui avec des outils à base d'IA pour gagner énormément de temps et se concentrer pleinement sur la relation humaine. On va revenir enfin à l'essentiel. C'est ça. Allez, vas-y, je te laisse la parole. Exactement. Pour te présenter. Déjà, merci, Alexis, de m'avoir invité aujourd'hui pour m'exprimer sur l'intelligence artificielle et l'intérêt, surtout, de l'intelligence artificielle en cabinet. On en parle beaucoup. On entend beaucoup de gens en parler sans forcément qu'ils sachent vraiment de quoi ils parlent. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment de vous apporter mon expérience. Ça fait pas mal de temps que je m'intéresse au sujet, pas mal de temps en théorie, parce que j'ai commencé à m'y intéresser en 2015 à travers une lecture. Moi, je suis passionné d'économie à la base et j'ai lu un ouvrage qui s'appelait La société du coût marginal zéro de Jeremy Rifkin. Et Jeremy Rifkin, donc c'est un économiste américain qui s'intéresse justement aux impacts de la technologie sur les modèles économiques, les sociétés et la vie en général, quoi. Et dans ce livre, il explique que déjà en 2015, il existait des intelligences artificielles capables
de réaliser le travail d'à peu près 40 avocats qui auraient dû travailler une semaine sur un dossier. L'outil permettait de le faire en une journée, le même travail. Donc déjà, j'étais assez impressionné à l'époque. Quand j'avais lu ces lignes, je me suis dit, waouh, c'est ouf ce qui arrive. Et fin 2022, ChatGPT apparaît. Donc là, 2015, juste pour remettre dans le contexte, t'es quoi? T'es en fin de cursus? Non, t'es en cabinet. Tu dois bosser en cabinet. Ouais. 2015, tu vois, je viens de passer le DSCG. Je suis en alternance dans un cabinet à Villefranche, sur Saône, qui est en périphérie de Lyon. Je fais de l'audit, donc en alternance. Je viens de terminer donc le DSCG, de passer les épreuves. Je suis embauché en CDI dans ce cabinet. Et voilà, je suis très curieux. Okay. C'est vraiment la base. Ouais, c'est très important. Je suis super curieux et je sors en fait de ces études classiques, DCG, DSCG, et en fait je me suis découvert une passion pour apprendre. C'est-à-dire que moi, toute ma scolarité, j'étais moyen. J'ai tout passé à 10, mais jusqu'au DEC. DEC à 10 aussi? DEC à 10 aussi. Ouais, mais c'est pas grave, le principal c'est de la ça. C'est-à-dire que je suis un peu feignant, faut le dire. C'est peut-être pour ça aussi que je me passionne pour l'IA, parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Et en fait, je fais ce qu'il faut pour que ça passe. Mais quand je suis passionné, j'avoue, je vais un peu plus loin. Et pour le coup, la compta, à la base, c'est pas une passion du tout. J'ai appris à l'aimer, si tu veux, la compta quand j'ai commencé à travailler, donc assez tardivement, parce que je commençais à travailler dans la compta, du coup, en fin de DSCG. Et là, je me suis rendu compte, ok, en fait, la compta, c'est quoi? C'est raconter la vie économique d'une entreprise. Et moi, je suis passionné d'économie et j'adore les histoires. Donc, ça a été, tu vois, l'angle auquel je me suis raccroché pour me dire, vas-y, faut que je continue. Aussi parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Et je m'étais dit, DSCG, normalement, j'aurai un travail, tu vois. Et ce travail, il va me rémunérer à la hauteur des études que je vais faire. Parce que j'avais plein de potes. Quand je me lance dans le DCG, on est en 2008, crise financière. J'ai plein de potes qui partent faire des études supérieures à la fac, histoire de l'art, bac+5, qui sortent avec un SMIC. Je me dis, waouh, impossible que je fasse pareil, tu vois. Donc, je vais faire des études. Parce que maman, papa m'ont dit, il faut faire des études. Mais, j'ai aucun talent, je sais pas. Ok, j'ai envie d'entreprendre. Mais j'ai aucune idée. Bon, on va être pragmatique, faut que j'apprenne la gestion si je veux entreprendre. Donc, DCG, DSCG. Et donc, j'arrive dans ce cabinet, pour te raconter un peu le parcours aussi. J'arrive dans ce cabinet, donc à Villefranche, cabinet très traditionnel. On m'embauche à la base pour faire de l'audit. Moi, je voulais faire de l'audit. Donc, je commence par faire principalement de l'audit. Je fais aussi un peu d'expertise comptable. Un petit peu de paye aussi. Donc, tu vois, je fais un peu, je vois un peu tous les métiers d'un cabinet. C'est dur parce que du coup, faut jongler avec toutes les échéances. J'ai des échéances en expertise, j'ai des échéances en paye, j'ai des échéances en audit, forcément. Et au fur et à mesure des années, je demande à rééquilibrer mon portefeuille parce que l'audit, je me lasse un peu et moi, je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est la TPE, les dirigeants, les accompagner, les conseiller, être au cœur du réacteur. Ça, c'est un client qui m'a dit une fois, il m'a dit, ouais, mais toi, en fait, ton métier, c'est que t'es au cœur du réacteur de mon entreprise, quoi. Et j'ai dit, ouais, c'est grave ça, ouais. Et c'est ça, cette image, elle m'a beaucoup plu. Tu vois, il y a plein d'études qui le démontrent. L'expert comptable, c'est le premier interlocuteur du dirigeant. C'est quand même le professionnel qui a la plus forte cote de confiance, de tous les professionnels qui entourent les dirigeants, tu vois. C'est vrai. Donc, ça a participé, tu vois, à mon changement un petit peu de perception de la profession et de ce en quoi elle consistait, d'avoir commencé. Et donc, je fais ça. Et puis, forcément, comme je fais tous les métiers, j'ai plein d'échéances, je suis sous l'eau et on m'enlève pas du boulot parce que c'est moi qui demande à faire de l'expertise, tu vois. Donc faut que je gère mes dossiers d'audit, mes dossiers de paye et que du coup je puisse assumer tous les nouveaux dossiers d'expertise qu'on me donne. Et comme je m'intéresse un petit peu à la technologie, mais de loin, je suis pas un geek du tout, mais c'est des choses qui me passionnent depuis toujours en fait, de comprendre ces évolutions et ces impacts sur la société. Et on me donne des nouveaux dossiers, donc on me donne notamment un dossier qui est une sorte de concurrent de Slack. Donc c'est en 2015-2016. Slack est pas autant connu encore qu'aujourd'hui. Et moi, j'accompagne un dirigeant qui est le pote d'une des associées du cabinet. Il a déjà monté une boîte dans les années 2000 sur le sujet d'Internet, etc. Il a fait une super réussite. Là, il repart de zéro sur un nouveau projet. Et forcément, il est entouré d'ingénieurs, de développeurs. Donc je rentre un petit peu dans cet environnement aussi et ça me passionne. Et comme j'ai plein de dossiers, il y a un moment, il faut que je vive aussi personnellement. Donc comment je vais produire de manière efficacement? Donc là, je commence à m'intéresser un petit peu à, est-ce qu'on peut pas faire des intégrations via Excel sur Cegid à l'époque
pour finalement là j'ai un dossier, il vend en B2C, c'est des factures à 20-30 euros, je peux en avoir 500 dans le mois, c'est hors de question que je me tape une journée à saisir 500 factures, tu vois, je prépare le deck, j'ai pas le temps, tu vois, concrètement. On reconnaît bien le fainéant qui se pose la question à ce moment-là, je vois bien ce que tu veux dire. Exactement, je me dis c'est hors de question, je vais pas perdre une journée de travail à faire de la saisie, tu vois. Donc je commence à m'intéresser à tous ces systèmes, ok putain ouais, j'arrive à intégrer une feuille Excel avec toutes mes écritures comptables, donc en fait là je suis en train de passer d'une journée de saisie de 7 heures à un temps de travail pour mettre à jour le dossier de 2 heures. Ok. Donc, première révélation un petit peu sur l'intérêt de ces outils dans de ces fonctionnements, ou tout du moins de ces systèmes plutôt, parce que c'est pas des outils à ce moment-là, c'est un système, tu vois. Ok. Comment tu trouves, t'es geek à la base, comment tu trouves les infos sur comment le faire, est-ce que le cabinet t'aide? À l'époque, j'ai la chance, j'ai évolué dans ce cabinet pendant 7 ans avec un frérot à moi, un frérot professionnel, tu vois, on est rentrés en même temps, on avait le même âge, enfin, vous avez grandi ouais, côte on à a côte, grandi ensemble, tu vois. Il s'appelle Shane, je lui passe le bonjour d'ailleurs s'il nous écoute, et mais il va nous écouter. J'espère, ouais. Je vais lui envoyer direct. mais lui, il s'intéresse beaucoup à ça, tu vois, Excel et tout, les macros, patati. Donc on réfléchit pas mal ensemble aussi, intelligence collective. On est en open space, on a tous le même âge, tous les mêmes contraintes, le même niveau un petit peu d'études, les mêmes perspectives. Donc ça a énormément joué cet effet de groupe, d'intelligence collective. Et on a une ingénieure qui rentre au cabinet, qui vient pas du tout du sérail, école de commerce, elle a fait des banques d'affaires, fusion-acquisition et tout, et en fait elle veut se réorienter, elle passe le deck, elle l'obtient, et elle veut être expert comptable et s'associer dans un petit cabinet. Et ça c'est une grosse chance parce qu'en fait c'est une machine sur Excel. Et elle commence à nous aider à construire toutes les matrices qui vont nous permettre d'intégrer justement nos journaux de vente dans notre logiciel de production comptable. Et ça part de là. Et on rentre d'autres dossiers, tu vois, service à la personne, des activités très complexes, t'as différents taux de TVA, c'est des particuliers, il y a énormément de volume, et en fait on fait ça sur tous les dossiers. Et on gagne un temps de fou. Donc première étape sur en gros comment on crée des systèmes et qui vont nous permettre derrière de gagner du temps et surtout d'éviter de passer des heures à faire un travail sans intérêt, parce que on prépare le deck, on a autre chose à faire, on peut pas faire de saisie, on n'a pas d'assistant disponible pour nous aider, et puis voilà, c'est un peu la débrouille quoi. Donc tu mets les mains dedans pour gagner du temps. Exactement. À la base, avant même qu'il y ait toutes ces notions d'IA générative qui existent. Et ce principe-là, il reste le même aujourd'hui. Tu vois, tu viens de me dire, t'as mis les mains dedans, et c'est exactement ça, c'est mettre les mains dedans de A à Z pour comprendre comment on construit le process, comment on construit le système, quelles sont les contraintes, quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir, comment on va coder sur Excel nos formules pour pas se faire piéger. Si finalement dans l'extraction de base du logiciel commercial il y a un avoir, nous si on n'a pas anticipé qu'il peut y avoir potentiellement des avoirs, il va nous passer l'écriture à l'envers et puis on va planter la compta quoi. Tu vois, donc il faut penser à tous les cas qui sont potentiellement à risque ou exceptionnels pour être sûr qu'on puisse traiter tout ça. Bon, ça va, on reste sur des volumes des cas particuliers qui restent quand même limités, donc on arrive à s'en sortir. Bref, je fais mes 7 ans dans ce cabinet, j'apprends, c'est marrant parce qu'on met en place ce genre d'automatisation, mais à côté, on révise nos bilans à la main, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est que ça reste en fait un cabinet à la base tradi, quoi. C'est juste vous êtes retrouvés au bon endroit, au bon moment entre vous. Exactement. Vous êtes insufflé cette culture digitale de trouver comment on fait de l'automatisation pour gagner du temps. Donc c'est vraiment des types de productivité pour vous rendre du temps dans un cabinet traditionnel. Et donc en fait tu fais les révisions à la main quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi mon premier bilan c'était la feuille jaune à carreaux et vas-y actif. On descend tous les comptes, donc on recopie les comptes à la main et tout. On fait notre révision en mettant, tu vois, les flux qu'il y a eu dans le compte à la main. Enfin, c'est un délire. Aujourd'hui, c'est un délire, mais sur le coup, en fait, c'est collector aujourd'hui. Ouais, de ouf. C'est vrai que je retrouve un dossier de travail. Ouais. Grave, je le montrerai à mon premier collab. Regarde comment j'ai commencé. Historique, ça va finir dans un musée, c'est sûr. C'est avec une calculatrice sur le côté. C'est ça, exactement. Tu sais, même avec le rouleau où ça sort avec le calcul. Bref. Vintage. Et donc tu fais 7 ans là-bas? Je fais 7 ans là-bas et je décide de partir parce que pour des raisons X et Y, j'ai envie de changer un petit peu de projet. Ça fait 7 ans, j'ai fait le tour, j'ai envie de voir un petit peu comment ça se passe ailleurs, tu vois. Et
coïncidence. J'avais négocié une rupture conventionnelle avant d'avoir été contacté par Dougs et Patrick Maurice, bien en sûr, particulier. Dont on a enregistré un très bon épisode sur la saison 1, que je vous recommande d'ailleurs d'aller écouter, où on parlait de Dougs, de la stratégie, de sa vision du métier. Très inspirant. Patrick d'ailleurs, tiens. Très 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 inspirant. Patrick, si tu nous écoutes aussi. Si tu nous écoutes, Patrick, vas-y, écris-moi un petit message, on se refait un épisode pour l'update, parce qu'entre temps t'as levé des fonds, et ça a pas mal accéléré chez toi. Bon, je ferme la parenthèse. Ouais, justement, il a levé quelques temps après que je sois parti. Donc je suis passé chez Dougs juste pour l'anecdote. Effectivement, Dougs, moi ça a été une révélation. En fait, je suis pas resté longtemps parce que ça correspondait pas à ma personne et à mon projet professionnel sur le long terme. Mais par contre, j'ai pris une grande claque. Patrick, Pourquoi ? C'était Ouais, c'est Patrick. Le premier expert comptable que j'ai vu en polo, basket, jean, qui m'a tutoyé dès le premier jour, qui m'a mis dans son canapé et avec qui j'ai passé 3 heures d'entretien, sauf que c'était pas un entretien, c'était une discussion de potes, peut-être. Enfin, on a échangé sur nos visions respectives et il m'a inspiré de fou. Et même quand je suis parti, ça a été l'un des seuls à m'encourager à entreprendre, à créer mon cabinet. Il m'a ramené dans sa bibliothèque, il m'a donné des livres, il m'a dit tiens Vénitien, réfléchis à ci, réfléchis à ça, va voir ci, va voir ça, alors que je le plantais quoi. Je suis parti. Oui, c'est ça, c'est que t'es parti vite. Il t'avait recruté après ces 3 heures d'entretien, t'es parti assez vite après quoi. Et pourtant il n'y a pas eu de haine, rien, au contraire, il t'a poussé quoi. Exactement. Donc il a joué un rôle quand même décisif, et pour t'ouvrir les yeux sur ce qu'on pouvait faire en start-up dans l'expertise comptable, et en même temps la culture de la personne quoi. Exactement. C'est vraiment ce volet-là, c'est me dire ok. J'ai découvert un autre profil d'expert comptable que j'avais jamais forcément rencontré, et j'ai découvert vraiment la structuration en mode start-up d'un cabinet. Et d'ailleurs, Dougs, moi je le considère même pas comme un cabinet. En fait, c'est vraiment une société, une entreprise avec des fonctions support, des fonctions opérationnelles. Enfin, comme je l'avais étudié au DSCG, tu vois, ou comme t'étudies une entreprise classique, tu vois, dans une industrie, peu importe laquelle. Donc ça a été une sacrée claque, parce que quand tu m'as onboardé, déjà, moi on me parle, j'arrive à Dougs, on me dit, il y a un onboarding collaborateur. Je dis pardon. Pour moi, c'était des termes, je connaissais pas, tu vois. Je sortais de 7 ans à la campagne, parce qu'il faut le dire, c'était un cabinet qui était un peu à la campagne, même si j'ai fini à Lyon, parce qu'ils ont racheté des cabinets avant que je parte, notamment une antenne à Lyon. Mais voilà, c'était des choses, j'étais complètement en dehors de cette culture, tu vois. Et donc ça a été un premier contact avec cette culture un peu start-up, ces nouveaux termes. On parle de SEO, de growth, c'est des choses, c'était un nouveau monde. Comment ça touche au market, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, et donc je pars de chez Dougs et voilà, en fait, je me dis, en fait, pourquoi t'as fait le DCG ? Le DCG à la base, c'est pour entreprendre. Et là, tu te retrouves finalement sans idée. Moi, je m'étais dit à la base, tu vas apprendre la gestion, et dès que t'auras une idée, t'auras les clés pour te lancer, tu vois. Et finalement, j'ai jamais eu l'idée, mais j'ai eu le diplôme pour entreprendre dans le métier que j'ai appris. La boucle est bouclée. C'est ça. Donc je me suis dit, c'est bête, autant y aller. À la base, quand j'ai commencé, je voulais pas faire de mission traditionnelle. Je voulais pas faire de mission de présentation des comptes. Donc limite, ma première idée, je me suis dit, ok, je vais entreprendre, je vais créer une société, mais j'avais commencé à faire de la formation en auto-entrepreneur et à toucher un peu à de la direction financière externalisée. Donc j'avais pas forcément besoin de m'inscrire à l'ordre. Donc à la base, tu voulais faire de la formation et du DAF externe. Voilà, c'est ça. C'était le projet de base. Quand je suis parti de chez Dougs, je me suis dit, je vais faire ça. Jamais je prends de la compta tradi, parce que voilà, j'ai pas le temps, je vais être tout seul dans un premier temps, je veux me tester, je veux voir comment ça se passe. Et donc je me lance comme ça, très bien, ça fonctionne bien, je fais de la sous-traitance quand même. Ah oui, non, je crée un peu une étape, c'est que finalement je me dis, sur ce projet-là, j'ai pas besoin de m'inscrire à l'ordre. Néanmoins, c'est quand même une belle marque. Ouais. C'est une belle marque. C'est important de le rappeler. Et ouais. Et t'as pas fait 8 ans d'études finalement pour pas capitaliser sur le diplôme que t'as obtenu. Je dis donc c'est trop bête. Même si tu fais pas de compta, inscris-toi à l'ordre et t'auras la possibilité de revendiquer le titre d'expert comptable, et ça va quand même mettre en confiance tes partenaires. Ouais, tu vois. C'est vrai, c'est important de le rappeler. Et oui. C'est que moi je commence, tu vois, j'ai ouvert en 2022, donc j'avais 32 ans, tu vois, j'étais jeune, je sortais de nulle part. Je me suis dit, tu vois, même en termes de prospection, de démarchage ou quoi que ce soit, si je me présente en tant qu'expert comptable, j'aurai une oreille plus attentive. Ça démontre quand même un sérieux, une stabilité, un investissement. Et puis voilà, je commence avec cette activité, donc sans mission de présentation des comptes. Et puis dernier trimestre 2022,
plus de sous-traitance, moins de formation, mes objectifs de chiffre d'affaires sont pas du tout atteints, tu vois. Et là, je commence à flipper. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, je suis un angoissé financier, tu vois. Donc, j'avais déjà fait tous mes prévisionnels et tout. J'avais la chance d'être au chômage, donc j'avais le filet de sécurité. Mais dans mon plan, il fallait que je progresse, quoi. Pourquoi ça l'a pas fait, à ton avis? Parce que j'avais pas la main. Déjà, moi, je suis parti de manière très ambitieuse en me disant, en fait, moi, je kiffe travailler avec des dirigeants de TPE. Donc déjà, j'attaque un marché qui est compliqué pour des missions DAF externalisées, parce que les budgets ne sont pas les mêmes, et forcément, il faut adapter la mission. Donc j'ai cette problématique-là. Et l'autre problématique, je fais pas de la compta. Je fais pas la compta, donc j'ai pas la data en temps réel qui me permette justement de réaliser ma mission comme j'envisage de le faire. Et en gros, c'était l'idée... partir petit, je construis un budget avec mon client, on suit la réalisation du budget au trimestre, on ajuste vraiment en temps réel la stratégie, on prend les décisions, on revoit le modèle économique s'il faut, enfin, j'apporte en fait de la stratégie et de la réflexion opérationnelle à une TPE, comme si c'était une PME, quoi. Mais à mon échelle, bien sûr, avec mes connaissances. Tu donnes l'accès aux petits au même niveau d'information et de pilotage que ont les gros, quoi. C'est ça. C'était vraiment l'idée quand je me suis lancé sur ça. Problématique, j'ai pas la compta, j'ai pas la data. C'était compliqué, pas si facile d'aller chercher du client quand même là-dessus. Je m'étais inspiré, grâce à Patrick, encore une fois, de Rivalis. Je sais pas si tu connais. Bien sûr. Ouais. Et en fait, je m'étais renseigné sur, leur business model, sur leur manière de communiquer. Moi, j'avais jamais fait de communication, jamais de commercial. Donc, ça a été un peu une école aussi, Rivalis. Ok, d'aller voir comment ils font. Voilà, ouais. J'ai fait, en gros, le parcours de recrutement d'un mois, tu vois. Donc, j'ai vu un petit peu toutes leurs méthodes et tout. Et je me suis dit, punaise, comment ils font? Attends, ils vendent du conseil à 300, 400 euros par mois, ils tiennent pas la compta et ils ont pas la légitimité d'un expert comptable parce que c'est des hauts cadres de grands groupes mais qui n'ont pas forcément été dans les fonctions financières, tu vois. Et en fait, je capte que effectivement le discours commercial, ils ont compris le principal point de douleur des entrepreneurs, des TPE, c'est de savoir où ils en sont et où ils vont. Et ça part tout par de là en fait. Là, je me dis mais c'est vrai. Moi, je me rappelle dans le rendez-vous bilan que je faisais, des clients qui étaient limite des amis qui me disaient « Vénitien, c'est super, ton rendez-vous bilan, on se voit et tout, mais tu me parles d'un truc, avec la classique, hein, tu me parles d'un truc qui s'est passé il y a 4 mois, c'est mort en fait, on s'en fout. » Donc, tu vois, tout ça a fait sens. Et donc, fin 2022, j'atteins pas mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, je flippe, parce que je suis un angoissé financier, comme je t'ai dit, donc je me dis « Vas-y, en fait, faut que je trouve juste l'outil, en fait, qui me permettra de pas me débarrasser complètement de la saisie comptable ou quoi, mais qui me permettent de l'automatiser au maximum. Et ça veut dire quand même que tu as monté ton cabinet sans prendre d'outils, quoi. Alors que tous les créateurs de cabinets, c'est le premier truc qu'ils font, quoi. Ils se posent la question de quel outil on prend. Donc, ok, intéressant. Exactement. Moi, je suis parti vraiment en mode expérimentation. Tu montes une entreprise, mais t'achètes pas le moteur qui fait tourner l'entreprise à la base, quoi. Non, c'est ça. Surtout que moi, je suis expert comptable. Et dans ma culture d'expert comptable, de base, je suis économe. Ouais. Oui, comme ça. Non, mais tu vois, donc en fait, j'essaye de partir avec le moins de charges possible. Okay. Parce que je me dis, je vais expérimenter, tu vois. Je vais tester. Un outil de prod pour un cabinet d'expertise comptable, ça reste le début. C'est même pas, tu peux même pas économiser sur ça. C'est pas la question. Ouais, c'est parce que moi, je me dis, je vais pas faire de compta. Oui, j'en ai pas besoin. Non, je déconne. Je prends un Excel, mais tu vois. C'est intéressant. Ouais. Là, mais ouais, c'est une approche particulière. Mais du coup, donc là, tu te dis, ok, en fait, faut que je me rassure, j'ai besoin de trouver un outil. Exactement. Faut que je trouve un outil, mais un seul outil. Je veux pas avoir plusieurs outils, un OCR d'un côté, un logiciel de facturation de l'autre, un logiciel de production. Je me dis, il me faut un seul outil. Oui, tu restes expert comptable. C'est-à-dire que tu veux l'outil tout en un, all in one. C'est ça. Bien sûr. Ouais. Je veux pas payer je ne sais combien à gauche à droite et pour galérer en plus dans le temps d'apprentissage, de connexion et tout. Non, il faut que ce soit un outil. Et là, je découvre Pennylane. Je découvre Pennylane chez une consoeur en fait qui a 1 ou 2 dossiers sur Pennylane et qui me demande de la sous-traitance pour justement l'aider à sortir ses bilans, etc. Donc je commence à mettre les mains dans Pennylane et là je me dis waouh, en fait c'est ça qu'il me faut. Ça y est, j'ai trouvé mon outil. À partir de là, je vais commencer à prendre des clients. Et sur des missions traditionnelles. Donc je commence en fait à proposer de la mission traditionnelle, mais en mettant en avant d'abord le pilotage stratégique et financier. D'une TPE. Tu mets en avant ton offre que tu voulais faire. C'est ça. Mais j'ai mon offre d'appel, la comptabilité, parce que tout le monde me demandait de la comptabilité, parce que je me présentais comme un expert comptable, et moi je renvoyais à des confrères, tu vois. Donc je me suis dit, non, ok, maintenant je vais changer un petit peu mon approche, ma communication. Ouais, faut que tu te rassures un peu aussi. Voilà, c'est ça. Et donc ça m'a
voilà, je rentre des clients. ChatGPT, entre-temps, fin 2022 sort. Je m'intéresse de loin au sujet. Ça me rappelle quand même ma lecture de Jeremy Rifkin en 2015. Je me dis, ouais, il y a un potentiel, mais sur le coup, je me dis peut-être c'est un peu de la fame, tu vois, un peu à la NFT ou quoi que ce soit. Oui, même si à l'époque, on sortait de tout ça, quoi. Ouais, voilà. Et finalement, je lis quand même 2-3 articles. Et je me dis, ouais, il y a l'air d'y avoir du potentiel quand même. Et là, été 2023, je pars pas en vacances. On nous prête une super maison à ma conjointe et moi à garder. Et je me dis, vas-y, je me mets en mode bunker et je passe 2 semaines dessus et je ponce le sujet. J'expérimente à fond sur plein de sujets différents. Je vois jusqu'où je peux pousser la machine, qu'est-ce qu'elle est capable de faire vraiment et surtout quelles sont ses limites. Qu'est-ce qu'en fait on peut pas du tout faire ou ce qui fonctionne pas. Et en fait je me suis pris au jeu comme jamais, tu vois. J'ai l'impression que j'étais retourné genre à mes 13-15 ans avec Tony Hawk dans les mains et je jouais, tu vois. Je disais ça à ma femme avant d'aller me coucher. Je disais non mais en fait je crois que je vais pas aller dormir, je vais faire une nuit blanche, genre, je vais jouer sur ChatGPT et tout. Okay. C'était vraiment t'en avais fait un jeu en fait. Ouais, c'était devenu ton jeu de vacances. Clairement, vraiment, mais trop, tu vois. Tu vois, j'avais une piscine à disposition, il faisait beau de ouf, mais j'allais même pas me baigner. J'étais en mode, wow, c'est incroyable, quoi. Et donc je me prends au jeu et tout, et en fait, je fais de la formation en même temps. Et moi, j'aime bien quand je réalise quelque chose, qu'il y ait un double effet à mon action. Donc je me dis, ok, là je m'intéresse à ChatGPT, donc je vais me former moi-même. Et comme je fais de la formation, pourquoi je construirais pas une formation en même temps que je me forme? Parce que potentiellement, il va y avoir des gens intéressés, c'est sûr. Il y a un potentiel de dingue avec cet outil. Personne l'a encore trop expérimenté. Là, je viens de passer 2 semaines complètes dessus. Donc, je contacte une personne, la directrice de l'IFORA à Lyon, donc l'organisme de formation des experts comptables, pour lui proposer ma formation. Et puis, on se re-rencontre au congrès à Montpellier. Et là, on apprend que au niveau national, ils ont lancé le programme Horizon 2030 avec un module ChatGPT. Donc là, je discute avec Nathalie Clémaron, que je salue, la directrice de l'IFORA, qui me dit ouais, du coup, ta formation, c'est bon et tout. On peut la lancer parce que là, j'ai une demande en intra. Tu peux y aller? Je dis c'est pour quand? Elle me dit en octobre. Je dis c'est trop tôt là. Attends un petit peu. Moi j'avais prévu une formation. En septembre à ce moment-là. Ouais. On était fin septembre. Moi j'avais prévu en tête à la base une formation de 3 heures pour sensibiliser les consoeurs, confrères justement à l'intérêt et au potentiel, mais pas forcément pour aller vraiment sur des cas d'usage, etc. Et là elle me demande non, moi il me faut une formation de 7 heures. Je dis ok, laisse-moi 1 mois. 1 mois, je me mets à fond dessus, je te sors des cas d'usage et tout, mais je peux pas l'assumer en octobre. Là. J'ai pas envie de faire juste un coup de com en disant on vend une formation ChatGPT, mais il y a rien dedans, tu vois. Et moi, je reste expert comptable, tu vois. Faut que ça délivre. C'est ça. Faut qu'il y ait de la valeur. Exactement. Et j'interviens dans donc ce premier cabinet qui avait commandé cette formation, et là la formation cartonne, quoi. J'ai des retours de fou à la fin de la journée, les gens sont impressionnés, c'est top, donc je publie un petit peu sur LinkedIn, là ça fait un petit buzz, je commence à avoir des dirigeants que je salue aussi, David Humbert de Hendrix qui me contactent pour me demander la formation, j'ai des personnes de Serre France qui me demandent aussi la formation, enfin plein de gens qui ça intéresse, c'est le sujet chaud. Et tu vas nous dire juste après pourquoi. C'est ça, donc j'y vais. Et puis finalement, c'est quand même un sujet qui évolue énormément, très rapidement. Donc, en fait, j'ai un support de base, mais je me rends compte, effectivement, il y a une veille de malade à faire. Donc, en fait, je mets à jour mon support tout le temps pour m'adapter à toutes les nouveautés, à toutes les évolutions, aux keynote, aux nouveaux outils, etc. Et pour faire le topo un peu, qu'on arrive sur de l'actionnable et du délivrable, purement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA change les paradigmes. C'est-à-dire que avec l'intelligence artificielle, on n'est plus forcément limité par ses connaissances, ses compétences ou ses ressources. C'est que l'IA, elle fonctionne sur une base de données qui contient à peu près 1000 milliards de paramètres. On n'a même pas de chiffre exact, mais pour avoir écouté un podcast de Yann Lequin, qui est chef chez Meta, etc., il parle de une base de données qui représenterait 100 000 ans de lecture à raison de 12 heures de lecture par jour. T'imagines? Donc ça, c'est la data qui compose la base d'entraînement du modèle de ChatGPT pour nous répondre. Donc il y a cette notion de polyvalence, en fait. C'est-à-dire que l'IA générative, elle est complètement adaptable. Elle est adaptable à la tâche à réaliser, mais aussi au niveau de connaissance
du collaborateur qui va l'utiliser. C'est-à-dire que, c'est ce que je dis souvent en formation, en fait, il y a une tâche à réaliser. Selon la personne qui a réalisé cette tâche, ça va être hyper pertinent d'utiliser ChatGPT si elle n'a pas une connaissance hyper approfondie, elle n'a pas la technique, la méthode, et là ChatGPT va l'assister pour la guider et l'aider justement dans la démarche, dans les outils à utiliser, le process à mettre en place. Mais ça se trouve, une autre personne qui maîtrise la tâche, aura pas besoin de ChatGPT et mettra moins de temps sans ChatGPT à réaliser cette tâche que l'autre personne, parce qu'elle a la connaissance, etc. Néanmoins, ça permet à la première personne qui n'a pas la connaissance de réaliser la tâche. Et tu vois, pour ça, j'ai un exemple que j'ai présenté du coup au workshop hier de Contatech. Ouais. C'est un premier cas d'usage, juste parce que on me l'a remonté, c'est un étudiant à moi qui me l'a remonté il y a 2 semaines, qui s'appelle Hassen, que je salue. Hassen, il va être content. Il me dit, ouais, monsieur, j'ai utilisé ChatGPT au cabinet. Je dis, ah ouais, c'est bien, Hassen, et pourquoi faire? Il me dit, en fait, je bloquais sur le lettrage d'un compte fournisseur. J'avais, dans un compte client, j'avais une créance client. Enfin, j'en avais plusieurs même, et j'avais plein de règlements. J'avais aucun règlement qui correspondait à une seule facture. Il me dit, en fait, j'ai pris en photo l'écran, en faisant attention à justement confidentialité des données, on en reparlera, mais il y a des risques importants, il y a des limites. Donc je l'avais sensibilisé, parce qu'on en parle souvent en cours justement de l'IA. Moi je l'ai fait travailler sur l'IA, etc. Donc il y a des points de vigilance à avoir quand on utilise cet outil. Et il m'a dit, voilà, j'ai pris en photo mon écran, j'ai entouré les montants débit-crédit, et je lui ai demandé de me réconcilier en fait les montants, pour savoir quel montant je devais justement rapprocher. Et je lui ai dit, ça a marché? Il me dit, ouais, du premier coup. Il me dit, et j'ai fait tout le compte en 1 heure, alors que ça faisait déjà 3 heures que j'essayais de lettrer, quoi. Donc, tu vois, la puissance, ouais, en le fait, cas concret, là, c'est bien. Là, c'est un truc, en fait, d'avoir sensibilisé Hassen un petit peu tout au long de l'année à l'intérêt de ChatGPT, aux différentes fonctionnalités, finalement, il s'est retrouvé dans une situation où il était bloqué, il avait la pression, parce que son chef de mission lui demandait de finir le lettrage pour la fin de journée, normal, c'est du lettrage. et en fait, voilà, il était sous pression, il n'y arrivait pas, il a changé de tâche, et quand il est passé sur l'autre tâche, il a eu cette idée, tu vois. Il a eu le réflexe de se dire, je vais aller voir sur ChatGPT quand même. Tiens, et si je lui demandais? C'est ça. Il s'est dit, il avait vu plutôt qu'effectivement les fonctionnalités étaient devenues gratuites, donc il pouvait prendre en photo maintenant. Donc, tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ChatGPT? Parce qu'il faut le savoir qu'on peut prendre en photo, qu'il va analyser la photo et que potentiellement il va pouvoir réconcilier. Donc ça, c'est aussi un indispensable d'être formé, de comprendre le fonctionnement et les fonctionnalités pour y penser au moment opportun, comme Hassen l'a fait. Tu vois. Et c'est pas un cas d'usage genre fou, mais au niveau d'un étudiant, tu vois, qui est en 2e année, 3e année, finalement, ça lui a quand même changé la vie dans sa journée, tu vois. Il est revenu comme toi au début quand tu voulais gagner du temps, quoi. Exactement, c'est ça, tu vois. Il a arrêté parce que c'est vachement désagréable. T'as déjà fait du lettrage. Ouais, j'en ai. Tu vois ce que ça me remonte à très longtemps. Ouais. Tu me réveilles des vieux souvenirs. Désolé. J'aimais pas trop ça. Et tu vois, c'est chiant. C'est hyper important. Oui, c'est indispensable. C'est pas intéressant. Ça fait mal à la tête, quoi. Voilà. Et puis ça, c'est que c'est pas intéressant, exactement. Ouais, c'est pas intéressant. Donc en fait, finalement, le temps qu'il a gagné, il va pouvoir réaliser des tâches plus intéressantes par la suite. Tu vois. Et c'est vraiment ça que j'explique en formation. C'est qu'aujourd'hui, sur la production même, à part le cas d'Hassen qu'on a vu là, l'IA va pas nous apporter énormément de choses. Parce qu'on a des outils qui sont déjà très bien faits de production, qui vont nous permettre d'automatiser les tâches, de récupérer les factures. Avec la facture électronique en plus, c'est pas l'IA, qui va être game changer sur ça. C'est juste le fonctionnement justement de collecte des factures, de codage des données, etc. et d'intégration. Mais par contre, pour tout ce qui est fonctionnalité support, communication, organisation, stratégie, enfin différents travaux qui étaient un petit peu délaissés dans les cabinets, justement, qui ont participé un petit peu à peut-être cette baisse de notoriété ou d'attractivité, c'est génial. Parce que nous, on n'est pas des spécialistes de la communication, par exemple. Donc, finalement, ChatGPT ou Midjourney, qui est un autre outil pour générer des images, on va pouvoir générer des belles images pour illustrer, je sais pas, des articles de blog, pour illustrer des posts, des choses comme ça. On va structurer, je sais pas, la rédaction d'articles de blog, potentiellement, tu vois, grâce à ces outils-là. Oui, c'est sûr que côté market, nous, on l'utilise depuis le début, c'est indispensable. Ah ouais. C'est un formidable outil. Mais comme pour la compta, en fait, ce que je recoupe de ce que tu me dis là,
c'est qu'il faut garder en tête que l'IA générative, parce que là on parlait de ChatGPT, mais on pourrait parler aussi des autres plateformes, ça reste uniquement un outil à disposition. Et comme tous les outils, il faut savoir s'en servir. Il faut comprendre lequel on utilise pour quel besoin. Exactement, c'est tout à fait ça. T'as tout dit en fait. Moi, ce que je répète aussi souvent, c'est que c'est pas une baguette magique. Tu vois, en fait, souvent dans l'imaginaire populaire, entre guillemets, si on peut utiliser cette expression, il y a ceux chez qui ça crée des cauchemars. L'IA générative qui se disent oh là là, on va tous disparaître, on va plus servir à rien, ChatGPT va tout faire à notre place. Déjà, aujourd'hui, je vous le dis, rassurez-vous, non. L'intelligence artificielle, allez écouter une conférence de Luc Julia ou un podcast de Yann Lequin, ils vous disent tous, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est juste du calcul. C'est du calcul sur des immenses bases de données. Mais une autre limite, c'est que ces bases de données, finalement, c'est quoi? C'est des livres, c'est des articles sur Internet, c'est tout le contenu qu'on retrouve sur Internet. Ce contenu est gavé de biais, et gavé peut-être aussi d'erreurs, et gavé d'éléments qui sont pas forcément justes et qui sont pas actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ChatGPT, même ChatGPT 4o, la base de données est actualisée jusqu'à octobre 2023. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé depuis octobre 2023, en termes d'actualité, de nouveautés ou quoi que ce soit, l'IA ne le prend pas en compte dans les réponses qu'elle va faire à son utilisateur. Pour compenser cette limite, il est possible, aujourd'hui, avec ChatGPT 4, même en version gratuite, de lui demander d'aller chercher sur Internet. Ça peut compenser. Mais il y a d'autres biais qui font que c'est pas forcément le meilleur usage de faire des recherches avec ChatGPT. Et je le recommande pas. Moi, pour le coup, ça nous permet de passer sur un autre outil. Je vais recommander à la place Perplexity. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Perplexity, c'est un outil de dingue. Et c'est peut-être l'outil que j'utilise plus que ChatGPT. Dans mon quotidien, tu vois, pour faire des recherches. Tu l'utilises, pourquoi? C'est dans quel... C'est vraiment pour faire des recherches. Tu vois, tu dirais que ça t'a remplacé Google? Ah, mais clairement. Ah ouais. Ah, mais Google est mort. Ah ouais. Google est mort. Moi, Google, j'utilise pourquoi? On va avoir des problèmes si tu me dis ce genre de choses comme ça. Me mets pas Google à dos, s'il te plaît. Ouais, j'avoue. C'est super intéressant, le changement de paradigme, parce que c'est vrai que même en termes de marketing, de SEO, etc., quand tu utilises Perplexity, c'est plus du tout, tu viens plus ranker numéro 1 de la page Google, quoi. Donc ça change énormément de choses. Sur le sujet du référencement, à mon avis, il va y avoir des bouleversements dans les mois à venir. Parce que aujourd'hui, ChatGPT peut, quand tu lui demandes d'aller sur Internet, te faire des réponses en mentionnant des sites Internet précis. Donc comment tu vas construire ton référencement pour faire en sorte que ChatGPT te remonte dans son... Ça va être entre le fait que Google va directement te proposer les réponses, moi j'utilise Arc aussi en moteur de recherche, enfin pas en moteur de recherche, en browser. Désolé pour l'anglicisme, mais j'ai pas eu le nom qui est venu là. Et tu vois, pareil, ça vient me proposer directement la réponse. On est sur des changements de paradigme total. Mais du coup, toi, tu utilises Perplexity en moteur de recherche. En fait, quand je fais de la recherche légale, de la veille légale, de la recherche professionnelle, sur du texte légal ou d'actualité, Perplexity. Obligé. Pourquoi Perplexity? Parce que c'est un moteur de recherche qui repose sur un LLM, donc un Large Language Model, donc la techno dont se sert une IA générative pour fonctionner. Et en fait, ce que va faire Perplexity, donc ça va marcher comme Google, on va taper une requête comme sur Google, ou même un prompt comme sur ChatGPT, on peut faire les deux choses. Et derrière, en fait, Perplexity va aller challenger toutes les pages Internet qui contiennent les mots-clés de notre demande. Et va confronter toutes les pages Internet entre elles et générer une réponse à partir d'un modèle comme GPT-4o ou encore un modèle comme Claude 3, Opus d'Anthropic, exactement, c'est ça. Et du coup, ça te permet aussi, finalement, de jongler avec des modèles d'IA, parce que tous les modèles d'IA ne se ressemblent pas et n'ont pas les mêmes capacités selon le travail à réaliser. Tu vois, c'est marrant, j'ai un exemple très concret aussi. Lundi, j'étais chez Horis Advisory. Oui. Il me semble que tu connais. Bien sûr, Julien qui est passé dans le podcast également. Exactement, je lui renvoie la dédicace. Et qui est rigolo, alors pour fermer la parenthèse, mais comme ça on vous dit tout, mais c'est que Julien, à la base, j'avais créé l'Accounting Business Club, la communauté, t'étais dessus, vous êtes rencontrés dessus, et je discutais avec Julien, il m'a dit, mais attends, il faut que tu parles à Vénitien sur l'IA et ChatGPT. Voilà. C'est ça, le monde est petit, mais l'intérêt de communiquer, de prendre la parole sur les réseaux, d'échanger entre pairs fait que on crée des rencontres comme ça. Voilà. Exactement. Je referme la parenthèse. Non, mais c'est assez fou quand même comme histoire, c'est trop drôle. C'est vrai. Enfin bref.
Donc t'étais chez Julien, ouais. et donc on tentait des choses, on itérait pour trouver des solutions à leurs problèmes en termes de production, d'organisation et de recherche. Et on a testé pas mal de choses avec ChatGPT, ça marchait pas. Donc on a essayé de revoir et de réfléchir la méthode de travail pour arriver au résultat escompté. Et je suis passé par Perplexity, tu vois. On a travaillé sur ChatGPT, ça marchait pas trop. Ça marchait mal, on partait de grosses bases de données qui étaient beaucoup trop grosses pour être analysées avec ChatGPT. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ChatGPT est bridé. Donc quand on va faire de l'analyse de données, si les calculs qu'on lui demande de faire vont dépasser 60 secondes, et le calcul va s'arrêter, on va avoir une anomalie, une erreur, et il va pas aller jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de monde qui l'utilise. OpenAI est obligé un petit peu de restreindre la capacité, les ressources par utilisateur. C'est pour ça qu'on a quand même des limites. Du coup, on est passé sur Perplexity. On a tenté l'approche avec le modèle GPT-4o qui tournait derrière. C'était pas ouf. Et derrière, ce qu'on a fait, on a tenté avec Claude 3 d'Opus. Et là, ça a trop bien fonctionné. Parce que l'IA de Claude était beaucoup plus performante pour le travail qu'on lui demandait de faire que le modèle de ChatGPT. Donc en fait, c'est aussi toute la complexité, et c'est pour ça que c'est pas une baguette magique, l'IA générative. C'est important de le rappeler, ouais. Et ouais, c'est parce qu'il faut bien connaître l'outil, bien connaître ses fonctionnalités, savoir dans quel domaine il est plus pertinent de l'utiliser ou pas, et de tester, d'itérer, parce que selon les approches que tu vas avoir, ça va peut-être pas être la bonne, mais tu vas développer une nouvelle approche, un nouveau système qui va lui être le bon et obtenir les bons résultats. Quand j'écoute ça, tu vois, je me dis que si je me mets à la place d'un cabinet, c'est quasiment une forme de R&D qui a à mettre en place aujourd'hui au cabinet, c'est ça ? Mais clairement, moi quotidiennement, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de me mettre en mode chercheur, ou tout du moins me mettre en veille au quotidien. Et alors, je vais te dire, pardon, mais parce que là, toi, c'est un peu ton métier. Enfin, c'est clairement ton métier aujourd'hui. Donc, tu as du temps qui est dédié à ça, etc. Et puis, en même temps, ça va aussi vite. Après, je te dirais oui et non. Parce que mon premier métier, c'est expert comptable. Oui, tu as ton cabinet qui tourne. Mais je veux dire, j'ai mes dossiers à gérer. Tu t'en es passionné. Donc, en fait, maintenant, tu fais les formations. Tes formations, elles sont obligées d'être à la page. Tu vas, tu vois, chez Julien, chez Horis Advisory. Donc, tu dois être moteur de tout ça. Mais concrètement, si je veux être un cabinet, ça peut faire peur de prendre tout ça. Comment je peux commencer à mettre un pied à l'étrier dans cette utilisation des IA génératives, parce que du coup, on vient de le dire, t'as ChatGPT, t'as Perplexity, t'as Claude. Comment je commence, en fait ? Alors, deux solutions. Soit en interne dans le cabinet, on a un collaborateur qui a une grosse appétence pour le sujet, et on va dealer avec lui, entre guillemets. On te réserve un temps dans le mois, dans la semaine, où tu peux itérer sur ChatGPT avec des sujets du cabinet. Ça, je pense que c'est l'idéal, d'avoir vraiment quelqu'un en interne de motivé, de curieux, qui est aussi un peu créatif, parce que en réalité, c'est un peu le paradoxe aussi, mais il faut être créatif pour être performant avec l'IA au cabinet. Parce qu'il faut identifier justement le bon cas, la bonne méthode, la possibilité, etc. Donc en fait, la créativité est très importante. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est que les IA, le champ des possibles est extrêmement large, tant qu'on peut le découvrir qu'en posant des questions et qu'en creusant. C'est ça qui est super intéressant, de vous la créativité. Ouais. C'est ça, c'est que en fait, comme j'ai dit, la base de données est tellement gigantesque qu'en fait, elle peut tout connaître, tu vois. Et en fait, elle va rien inventer, parce que ça repose sur des choses qui sont connues quand même. Mais en fait, elle va nous amener une réflexion, une information qu'on n'avait pas dans notre panorama, qu'on n'avait pas du tout pensé. Et tu vois, j'ai un cas très concret, et j'y reviendrai dessus après. Je vais finir déjà sur comment l'utiliser. Donc premièrement, tu demandes au cabinet qui est chaud pour tester, qui est créatif, et tu libères du temps. Exactement. Et après, il y a une petite remontée, un peu de formation interne, enfin pas de formation interne, mais au moins un feedback avec les autres collaborateurs. Quels sont les cas d'usage du mois, de la semaine, etc. Okay. Exactement. Et en fait, il faut... En réalité, je prêche pour ma paroisse, il faut se former d'abord pour comprendre, tu vois, et se mettre en veille, et que ce collaborateur qui est en veille sache déjà quelles sont les limites,
parce que ça peut être risqué aussi de commencer sans avoir ces notions-là. Il y a plusieurs limites qui peuvent aussi nous faire perdre du temps. Moi, j'ai perdu du temps sur des sujets. Pourquoi je fais une formation aujourd'hui, c'est pour permettre à tout un chacun de gagner le temps que j'ai perdu. Ouais. Tu vois, c'est le but, itérer, à trouver, à définir des choses. Donc, il y a des limites qui sont importantes et auxquelles il faut faire attention, d'une part. Et d'autre part, il faut comprendre tout le champ des possibles qui est possible. Et il faut aussi, je pense, une vision. Tu vois, une vision, une organisation et la nécessité de créer des systèmes. Parce que tu vois, finalement, ce que j'ai fait à l'époque, en 2015, où on construisait des matrices Excel pour intégrer des journaux de vente, en fait, il y avait une vraie réflexion derrière. C'est-à-dire, à partir de quel fichier je vais pouvoir me baser pour justement alimenter mon journal de vente, par exemple. Ok, j'ai ce fichier issu de la gestion commerciale où j'ai toutes les informations qu'il me faut. Ce fichier, par contre, il faut que je le transforme en livre, en journal de vente. Donc, il me faut mon compte client, mon compte auxiliaire, mon compte de produit. J'ai différents comptes de produits, j'ai différents taux de TVA. Donc, il faut que je comprenne déjà toute la mécanique derrière pour pouvoir réfléchir à un système et automatiser ce système-là ensuite. Donc, la phase de process, d'identification du besoin, de la problématique et le déroulement de la solution, la mise en place du process, elle est primordiale. Et elle est peut-être même plus importante, finalement, pour pouvoir travailler efficacement ensuite avec ChatGPT. C'est qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, qu'on peut faire aussi avec ChatGPT. Ouais, finalement. Oui, parce qu'on peut réfléchir avec lui sur quoi automatiser, comment, quel process mettre en place, bien sûr. Moi, c'est ce que je fais aussi c'est parfois. Le bonne façon de l'utiliser, c'est d'ailleurs. Ça, exactement. C'est-à-dire que moi, je vais réfléchir avec lui, je vais brainstormer avec lui. Ok, quel process à mettre en place dans ces conditions pour cet objectif, etc. Et il va me guider. Il va pas me le faire forcément de A à Z, où ça va pas être forcément très bon, mais ça va me donner des idées et ça va me faciliter le travail. Ça va l'accélérer et ça va me permettre peut-être de meilleure qualité aussi, parce qu'il va penser à plus de choses que moi. Moi, il y a un petit tips que je délivre là, comme ça, c'est souvent à la fin du prompt, je lui demande pose-moi toutes les questions complémentaires dont tu as besoin pour me répondre parfaitement. Et comme ça me permet de balayer toutes les informations qui manquent dans mon prompt et que je dois rajouter pour avoir la meilleure réponse possible, tu vois. Ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est les mots que tu viens d'utiliser. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas, je recoupe avec ce que tu disais, c'est que c'est pas une intelligence, c'est pas intelligent, c'est une suite de probabilités. Exactement. Donc du coup, quand tu lui dis, pose-moi les questions en plus pour te répondre parfaitement, voilà. Le parfaitement, il a son importance pour qu'il comprenne exactement toutes les questions dont il aura besoin. Exactement. Tu vois, je montre un cas en formation où, avant d'aller déjeuner, justement, je leur demande de faire une liste de plats à cuisiner avec ChatGPT, tu vois. Et donc, je leur montre un prompt de base et je leur montre un prompt, tu vois, élaboré, tu vois, bien travaillé, etc. Et je pose cette question à la fin. Et c'est vrai que même dans mon prompt élaboré, à la base, quand j'ai fait l'exercice, j'avais pas pensé à plusieurs choses. Est-ce que j'ai des allergies ? Est-ce que je dois faire à manger pour une personne ou plusieurs personnes ? Est-ce que, je sais pas, il y a des aliments que j'aime pas ? Tu vois, des choses comme ça. Pourtant, mon prompt, je l'avais réfléchi, tu vois. Mais je l'avais réfléchi plus en mode, voilà, moi, mon objectif, c'est d'avoir une hygiène saine, que ça booste mes capacités cognitives, j'ai pas beaucoup de temps, donc faut que ce soit court, je sais pas faire à manger, donc faut bien me détailler les recettes. Mais tu vois, il y avait plein de trucs très précis, mais il y avait des trucs fondamentaux auxquels j'avais pas pensé. Et du coup, ça m'a permis de compléter ça. Donc ça, c'est juste pour l'exemple, tu vois, que je fais. Mais qui revient à l'importance de savoir prompter, parce que sinon, tu n'obtiens pas les mêmes réponses, quoi. Ça. Les bonnes réponses. Et finalement, tu te dis à terme, c'est nul, ChatGPT. Ouais, et tu le refermes. Et c'est ça. Et tu passes à côté du truc, quoi. Exactement. C'est ça. Et donc, pour revenir, comment commencer sur ChatGPT ? Commencez par se former un petit peu, même pas forcément avec moi ou quoi que ce soit, mais renseignez-vous, regardez des vidéos, lisez des articles. Il y a énormément de contenu aussi aujourd'hui qui se fait sur Internet, qui est disponible. Donc, faut vraiment pas hésiter. Faites attention quand même aussi recouper, parce qu'il y a plein de gens qui racontent un peu n'importe quoi. Donc, de recouper les sources d'informations, c'est important, et de désigner quelqu'un qui a une appétence pour ça. Parce que du moment où on a un collab qui a une appétence pour ça, il va se donner. Et forcément, ça va le passionner. Et si j'ai personne au cabinet qui a une appétence ? Faut m'appeler. Non, mais je disais ça en rigolant, mais en vrai, si personne au cabinet n'a d'appétence, c'est au rôle du dirigeant de s'en saisir, parce que la vague est trop grosse. Bien sûr. On est d'accord ? Bien sûr. Et surtout que c'est très chronophage. Je vous le dis, pour l'avoir vécu. Moi, j'avais un petit peu le temps, donc je l'ai fait, mais c'est aussi que je me suis organisé dans mon quotidien. Il y a aussi cette possibilité-là, par exemple, je pense aux créateurs de cabinets, de se dire finalement, au quotidien,
réfléchissez aux tâches chronophages que vous avez et sans valeur ajoutée. Réfléchissez aux tâches que vous ne maîtrisez pas forcément complètement, où vous vous sentez pas à l'aise, et à votre stratégie, à votre vision, où vous voulez aller. Et essayez de penser à ça continuellement. Et finalement, d'être en alerte pour tout de suite se dire « Ah ok, là j'ai peut-être un cas, et bah vas-y, je vais itérer pour réaliser ma tâche avec ChatGPT. » On essaye 5-10 minutes, on voit si ça marche. Si ça marche, on continue. Si on voit que c'est trop galère, on arrête. Et on fait... Donc finalement, de travailler aussi et de rester en veille au quotidien sur « Ok, je vais tester », ça permet de monter en compétences aussi, d'essayer, de tenter. Il faut juste y penser. C'est intéressant parce qu'il faut regarder et réfléchir aux tâches. C'est ça, hein. C'est vraiment les tâches que je peux automatiser ou sur lesquelles je peux me faire aider par l'IA, quoi. En fait, moi, ce que je dis souvent en formation aussi, c'est considérer ChatGPT aujourd'hui, hein, parce que ça évolue tous les jours et à une vitesse incroyable. Considérez-le comme soit un coach, genre une sorte de sparring partner pour vous aider à réfléchir, à itérer, ou comme un assistant, vraiment un stagiaire. Mais du coup, un assistant et un stagiaire, on lui explique tout en détail. Il part de zéro. Donc il faut être le plus pédagogue possible. Et il fait des bêtises de temps en temps. Du coup, on fait attention aux hallucinations. Exactement, les hallucinations. Et ça, c'est juste, il faut faire hyper attention parce que le risque, c'est comme tu l'as dit, des hallucinations. Si on prompte mal, il va nous sortir des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Ça, ils ont corrigé les bugs, mais je sais pas si tu l'avais vu au départ, il y a des gens qui promptaient. Il y a eu des horreurs qui sont sorties. Ouais. Mais parce qu'après, faut rappeler aussi que ça reste une machine qui se nourrit de ce qu'on lui donne. Donc si tu lui donnes que du McDo à manger, il y a pas moyen qu'elle soit très fit. C'est ça. Donc faut faire attention et bien communiquer au cabinet, de rappeler que ce qui est dit par la machine n'est pas la vérité. Faut garder quand même un peu de discernement et continuer de checker les sources. C'est ça. Et ça, c'est hyper important. Tu vois, c'est ce dont je parle dans les limites et les risques, c'est que il faut avoir en tête que déjà on n'a pas cette actualisation de la base de données en temps réel avec ChatGPT. Première limite. Deuxième limite, c'est un modèle probabiliste qui calcule. Donc il peut mal interpréter ce qu'on lui dit, c'est pas un humain, il calcule et il peut du coup halluciner. Parce que ChatGPT est programmé pour vous répondre, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il y répondra. Il répondra, il va pas vous dire qu'il ne sait pas. Il va tenter une réponse jusqu'au bout d'un moment où il va dire ok, non, j'ai pas la solution. Mais première réponse, il peut vous dire des choses qui sont complètement fausses. Moi, je me rappelle, c'était il y a un petit moment, tu vois, il y a peut-être 5 mois, j'étais sur un dossier TVA sur la marge, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu et tout, et j'avais pas encore découvert Perplexity. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un fervent partisan de Perplexity. Donc, je tente une recherche, tu vois, TVA sur la marge, je sais plus quelle était ma question. Il me sort une réponse, hyper bien structurée, hyper bien argumentée. Je me dis, c'est ouf. Et déjà, à l'époque, moi, je pouvais aller sur Internet parce que j'avais la version payante, donc je lui disais quand même, donne-moi tes sources, tu vois, pour que je puisse aller vérifier. Parce qu'effectivement, il donne pas ses sources, donc c'est hyper risqué. Donc il m'avait donné ses sources, j'étais allé checker, donc question TVA sur la marge, on est quand même plus sur un sujet de fiscalité en principe, j'arrive sur le code du travail. Je me dis, waouh, ok. Donc là, on arrête direct les recherches, la veille légale ou quoi que ce soit avec ChatGPT, beaucoup trop dangereux. Ouais, c'est clair, c'est bon de le rappeler. Tu vois, j'allais te poser, c'est quoi les petites, les erreurs classiques qu'on peut voir, parce que je vois que le temps file quand même, et j'aimerais quand même qu'on voit, tu vois, les erreurs et des cas concrets d'utilisation, même si t'en as dit quelques-unes déjà, mais tu vois qu'on creuse un peu plus sur le sujet. Alors, je vais commencer par les cas d'usage. Il y a un cas d'usage, moi, que j'adore, qui me fait gagner énormément de temps, c'est sur du Excel, tu vois. Ou le même principe qu'en 2015, hein. Ça a pas bougé, hein. J'ai énormément de factures de vente. J'ai pas la possibilité d'intégrer mes factures de vente dans mon outil de production, donc je dois passer par une extraction Excel du logiciel commercial. Sauf que l'extraction Excel, elle est pas mise en forme correctement pour l'intégrer facilement. Et ce que je faisais avant, grâce à une ingénieure qui maîtrisait super bien Excel, maintenant, en fait, je le fais avec ChatGPT. Pour 20 € par mois. Exactement. Qui me fait gagner 3-4 heures par mois sur un dossier. T'imagines, au niveau de la saisie, c'est énorme. Et là, il n'y a pas un sujet, justement, d'anonymisation des données? Comment tu gères ça? Moi, ce que je fais, en l'occurrence, sur les dossiers que je traite, c'est du particulier. Donc, ce que je fais, c'est que je squeeze les noms des particuliers. Sur les lignes Excel. Ah oui, en l'occurrence, dans ce cas-là, ouais, ok. Ouais. Et je vais mettre des X, des Y ou des choses comme ça. D'accord. Pour justement respecter, parce que ça, c'est aussi un risque qui est très important.
la confidentialité des données, la sécurité des données. Aujourd'hui, il n'y a eu aucune jurisprudence au titre de OpenAI et la RGPD. C'est très flou ce qui se passe au niveau de l'hébergement et de l'utilisation des données. Rien n'est clair. ChatGPT a essayé de rassurer un petit peu le public en sortant une offre particulière qui s'appelle ChatGPT Team, qui est destinée aux entreprises, qui a $25 par mois et qui permet d'avoir un compte superviseur et des comptes utilisateurs. Et sur ce forfait-là, OpenAI garantit la confidentialité des données et le non-entraînement des données. Le non-entraînement du modèle sur les données d'utilisateurs. Mais en réalité, on n'en sait rien. Oui, c'est ça. Donc, c'est hyper risqué. On se méfie des éditeurs quand même. Ouais, un peu. Non, mais là, c'est super important. Pour donner un exemple concret de surtout pourquoi jamais donner quoi que ce soit, mais c'est que si demain tu vas jeter les comptes annuels alors que tu pourrais les mettre et interagir avec, et c'est assez puissant. J'ai vu des démos assez folles, mais tu les mets non anonymisés, ça veut dire que le modèle va se nourrir de ça et que demain, peut-être pas demain, mais on va dire dans 6 mois, le temps que tout se digère, etc. Quelqu'un vient taper, sors-moi les comptes annuels de société XY, et ben, ça va lui ressortir, puisqu'on lui a donné, c'est le même principe du McDo, et on lui a donné à manger, et là, il va les ressortir direct. Donc là, il y a un vrai sujet avec un cas concret de comment ça peut être rapidement le bordel, quoi. Et tu vois, pour le coup, en formation, je parle d'Amazon. En 2023, je sais pas si t'avais suivi, il y a eu ce cas, justement. En fait, t'as des devs d'Amazon qui utilisaient ChatGPT pour coder. Et en fait, il y a un article qui est sorti sur Business Insider aux States où en fait des avocats ont alerté, tu vois, les salariés d'Amazon parce que apparemment ils auraient retrouvé des données confidentielles d'Amazon, internes et confidentielles d'Amazon dans des réponses à des utilisateurs random, tu vois. Et donc c'est là un bon exemple. Ouais. Et Samsung, je crois qu'il y a eu... C'est ça, j'avais entendu l'histoire des lignes de code de Samsung. Ouais. C'est ça. Et Samsung, il leur arrivait la même chose. C'est pour ça que ChatGPT derrière a eu cette communication aussi en disant, bah voilà, on ouvre un truc, on sécurise vos données. Donc je pense que suite à ça, ils ont quand même dû sécuriser, tu vois, un petit peu les choses. Parce que Amazon, pour le coup, n'a pas interdit à ses salariés de continuer à utiliser ChatGPT après ça, à la différence de Samsung. Mais je crois qu'ils ont réautorisé depuis. Mais tu vois, il y a un truc, c'est que ça me rappelle quand j'étais en cabinet il y a un moment maintenant, il y avait les réseaux sociaux, tu vois, c'était l'arrivée de Facebook et le cabinet avait bloqué Facebook pour pas qu'on y aille. Ce qui en soi, on avait tous des téléphones portables, donc on allait quand même tous sur Facebook sur les téléphones portables. Quoi qu'il, je pense pas. Et je sais pas, je suis curieux d'avoir ton retour sur parce que j'entends des cabinets qui disent je bloque ChatGPT. Qu'est-ce qu'on peut faire selon toi aujourd'hui en cabinet pour éviter ce type d'erreur? Comment le cabinet s'y prend, quoi? De la prévention, de la sensibilisation. C'est que de la com, de la sensibilisation. Ah ouais. Parce que tu vois, moi c'est même ce que je dis en formation, parce que souvent j'ai que les associés des cabinets, j'ai pas les collaborateurs en formation, et je leur dis, communiquez. Faut que ça redescende. Parce qu'en fait, vous pouvez être sûr que je dis n'importe quoi, mais 60-80% de chances que vos collaborateurs l'utilisent en cabinet sans vous le dire. En fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je lève le sujet, quoi. C'est que ça peut être utilisé dans le dos, dans le dos, sans prévenir, et justement, on peut mettre dessus un compte annuel, un peu salement, quoi. Par manque d'informations, manque de connaissances, ils peuvent faire des erreurs qui peuvent avoir des grosses conséquences. Ouais, au UK sur Accountex, là, tu vois, c'était le gros thème, et dans tous les échanges que j'ai eu avec les experts là-bas, ils me disaient qu'en fait maintenant ce qu'ils font tous, c'est dès le départ, ils font une charte RIA. Yes. Et ils communiquent dessus. Et ils la rappellent, parce que sinon c'est comme toutes les chartes, hein, ça peut vite se finir placardé quelque part ou un fichier PDF et on n'y touche pas. Mais ça, ils la font et ils rappellent et ils rappellent et ils éduquent parce que la vague est trop grosse et qu'il y a du turnover et que tout ça et que tous les cabinets ne l'utilisent pas, et donc du coup, voilà comment on l'utilise, voilà les bonnes pratiques, voilà les risques. Ah mais c'est vraiment le truc à faire direct, quoi. Ah ouais. Et c'est ce que je recommande de faire, c'est de sensibiliser et de mettre en place des bonnes pratiques. Justement, donc définir ces bonnes pratiques au sein de son cabinet, sensibiliser, former, prendre du temps, communiquer régulièrement. Et l'idéal, de toute manière, ça reste quand même un ChatGPT Team où on a un compte superviseur et les collabs utilisent des comptes qui sont rattachés à ce compte superviseur, quoi. Comme ça, on peut un peu de maîtrise. Voilà. Un minimum de la maîtrise. confiance n'exclut pas le contrôle. Ouais. Non, mais c'est par manque de maturité parfois ou par ignorance. Enfin, c'est normal. Hein. Oui, c'est pas la personne ne veut pas forcément mal faire. Elle sait pas, quoi. Et puis comme elle gagne du temps et qu'elle est un peu fainéante, donc du coup, ça va lui sortir un résumé. Je déconne.
Est-ce que tu aurais d'autres cas concrets parce que ça devient ton meilleur ami pour t'aider avec Excel. Ok. Ouais. Est-ce que tu as d'autres cas un peu comment ça peut être utilisé aujourd'hui? Ce que je mets bien en avant aussi et qui fait sens avec la période qu'on vit dans le secteur, c'est ok, on nous dit qu'il faut qu'on vende du conseil. Okay. Pour moi, la problématique, elle n'est pas de faire du conseil. On sait très bien en faire du conseil. On en fait depuis toujours du conseil, depuis 1945. C'est juste qu'il est offert. Voilà, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas valoriser son conseil. Donc, toute la réflexion aussi qui peut se faire, c'est ok, comment je vais utiliser les outils d'IA, pas forcément que ChatGPT, mais les outils dans l'ensemble pour créer une expérience utilisateur qui permette de valoriser justement le conseil. Donc comment on va créer le fameux système, tu vois, en utilisant les différents outils d'IA pour que justement on apporte de la valeur à notre client et qu'on puisse matérialiser cette valeur. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est sur ça qu'on a des problèmes. Nous, ce qu'on délivre en cabinet, c'est un bilan, un compte de résultats, un bilan imagé. Allez, on a RCA, ok, c'est cool. Sauf que le client, dès qu'on va lui mettre un document, quelque chose de matériel, que ce soit un lien, livrable, bien sûr. Livrable, forcément, notre valeur, elle est matérialisée. Donc, le client prend conscience du travail qui a été réalisé, de la réflexion qui a été menée et de l'apport de cette réflexion pour lui. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'aime bien faire, grâce aux outils d'IA, tu vois, je l'ai fait pour un client il y a pas longtemps. Déjà, c'est de faire. Moi, je suis nul à la base sur PowerPoint aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai découvert un outil qui s'appelle Gamma que j'adore et qui me permet d'exécuter très vite. En fait, je fais pas des présentations qui sont incroyables, mais elles sont jolies. Enfin, je les trouve jolies, donc c'est le principal. Mais surtout, j'ai une rapidité d'exécution sur l'outil. C'est quoi l'outil ? Ça s'appelle Gamma. Okay. G-A-2-M-A. Et c'est un outil qui est pas vraiment un outil 100% d'IA. C'est plus un outil de no-code qui va te permettre, un petit peu comme Notion, d'aller chercher des fonctionnalités qui vont te faire des mises en page ou tu vois des titres différents ou des choses comme ça. Et tu peux générer aussi du contenu avec de l'IA. Tu peux aller chercher des images grâce à l'IA. Tu vois, donc toi, dans ton utilisation, typiquement, ça c'est un autre outil tiers. Voilà. Ouais. Donc tu vas faire ton rendez-vous. C'est quoi ? C'est tu refais ton rendez-vous Cas concret, tu vois. Il y a 2 semaines. Donc je veux du concret. Les auditeurs veulent du concret. Bien sûr, je suis là pour ça. Vas-y, il y a 2 semaines. Donc mon client, il y a 2 semaines, voilà, il veut racheter une boîte. Opération un peu complexe et tout, donc je déjà structure le business plan avec ChatGPT, tu vois, en anonymisant les données de mon client, bien sûr, mais voilà, pour raconter un petit peu l'histoire, le dossier, pour faire, tu vois, raconter une belle histoire, tu vois, qu'on ait un storytelling, que ce soit très clair déjà pour le banquier. Et ça, ils sont très friands, les banquiers, tu vois, de comprendre vraiment tous les tenants et les aboutissants, la stratégie qui va être mise en place, la vision à long terme. Donc pour ça, déjà, c'est très puissant, parce que je vais utiliser des modèles comme SWOT, que je vais faire tourner sur ChatGPT avec le contexte de mon client pour avoir, tu vois, des beaux tableaux de forces et faiblesses, opportunités, menaces, et qui fassent sens. Tu vois, c'est pas juste du blabla. C'est un truc, ok, on peut le réutiliser, se l'approprier ou confirmer justement une vision, une stratégie qu'on avait. Parce que on l'a trop tourné dans tous les sens et effectivement ça nous a donné des idées ou ça nous a conforté et ça fait un bon rendu aussi. Donc du pestel, du porteur, du SWOT, ça marche très bien. On les met ou pas dans le business plan, tout du moins ça gonfle la réflexion stratégique et la vision à long terme. Premier élément, je vais passer par des outils traditionnels, RCA pour faire mes prévisionnels, pour toute la partie chiffrée, et derrière je vais prendre un Gamma et avec Gamma, entre-temps, j'ai tout consigné sur mon Notion. Tu vois, les réponses de ChatGPT pour la structure, la mise en forme. Sur Perplexity, peut-être le fond pour des données, tu vois, financières ou économiques sur le secteur d'activité de mon client, sur la croissance ou quoi que ce soit. Et une fois que j'ai tous ces éléments, tu vois, dans mon Notion, sur ma page client, je fais un peu mon mix et je retraduis ou pas avec ChatGPT l'ensemble que je résume pour avoir une autre structure et quelque chose de bien calé. Je reprends à la main, jamais de copier-coller de ChatGPT ou de Perplexity dans un document. Jamais, jamais, jamais. Donc faut y remettre une touche humaine. Il y a toujours des informations qui vont manquer, donc on va compléter un petit peu les éléments, mais on a déjà gagné énormément de temps de travail à ce stade-là. Et derrière, ce que je vais faire, je vais utiliser un Gamma pour vraiment mettre en avant toute la réflexion que j'ai utilisée, utiliser les bonnes mises en forme, les mises en page, des images, des photos, tu vois, pour que le message... Ouais, pour que ce soit sexy, quoi, que le message soit bien mis en... Exactement. Tu vois, ça peut être des cas comme ça aussi. Communication client, tu vois, j'ai fait un cas hier, comment on explique le régime des TNS à un client américain. Tu vois, typiquement, un truc quand même
technique, complexe, bah ok, pareil, je vais commencer à En suivant structurer. le process, tu fais tes recherches avec Perplexity, tu creuses potentiellement avec ChatGPT en lui disant que c'est un consultant, etc. Et il te le traduit, et ensuite tu vas utiliser... C'est exactement ça, tu vois. J'ai commencé sur ChatGPT, j'ai structuré la réponse, je l'ai confirmé et actualisé avec Perplexity au niveau des données. Dans ce sens, ouais. J'ai fait un résumé des deux, je l'ai relu. Ah ok, il manque un truc typiquement sur le point le plus important, la régularisation des cotisations sociales. C'est ça le pain point des dirigeants qui peut les tuer. C'est possible. Et en gros, bah ok, il manque ça. Donc sur ChatGPT, rajoute cette partie-là. Ok, je la relis, je la reprends, tac, je l'ajuste. Ok, j'ai mon mail en français. Première étape. Et qui est déjà passé par 3 ou 4 étapes, tu vois. Et derrière, bah ok, faut que je le traduise. Je fais un prompt pour traduire qui est la bonne mise en page, la mise en forme, tu vois, le format date, jour, etc., que ça fasse sens, tu vois. Et finalement, ça paraît beaucoup d'étapes comme ça. Mais la réponse d'une IA générative, elle se fait en 3 secondes. Parce qu'en fait, j'allais te dire justement, pour mettre en parallèle, combien de temps ça t'aurait pris de le faire toi, et combien de temps ça te prend de le faire avec tous ces différents outils? Honnêtement, c'est compliqué parce que on peut pas comparer. C'est des choses qui sont peut-être pas comparables. Parce que si je l'avais fait seul, ça aurait été pas aussi qualitatif, je pense. D'accord. Parce que tu vois, là, il m'a balayé plein de sujets et en détail. Il m'a donné des exemples. Et, tu vois, c'est-à-dire que j'aurais passé peut-être autant de temps, mais sincèrement, je pense que j'aurais passé plus de temps sans l'IA générative pour un résultat moins quali. D'accord. Tu vois. Et alors là, si je me fais l'avocat du diable, je te dirais, ouais, mais du coup, ça veut dire que 1, ça t'a pris moins de temps, et 2, c'est mieux que ce que t'aurais fait toi. Ouais. Ça va te remplacer. Ouais, pourquoi pas. Mais non. Non, pourquoi? Parce qu'en fait, si t'as pas la réflexion d'avoir la démarche que j'ai mise en place pour utiliser les outils de cette manière-là, bah ça reste un outil. Et puis le client final, ce qu'il attend, c'est quand même que Vénitien, l'expert comptable, vienne lui expliquer avec pédagogie et le rassurer. C'est ça. Et d'autant plus, je l'ai dit, je fais pas de copier-coller. Ouais. Tu vois? Oui, tu relis. Tu relis et tu te réappropries. Parce qu'il faut une touche humaine. Parce que pour avoir du contenu qui soit généré de manière un peu naturelle sur ChatGPT, il faut encore plus d'étapes. Tu vois, donc moi, je vais jusqu'à un certain temps, après j'arrête. Bon, après j'ai l'avantage de bien aimer écrire, donc je me le réapproprie, etc. Et on fait comme ça. Le temps file, Vénitien. Est-ce que tu as des ressources, en plus tu as un train, est-ce que tu as des ressources à nous partager justement sur tout ça? Alors, des ressources à vous partager, vous pouvez aller sur YouTube, il y a des très bonnes vidéos. J'ai parfois un peu honte de le dire, avant j'étais pas du tout YouTube, maintenant je suis un gros fan. Ah, moi aussi. C'est incroyable, il y a des ressources de folie. C'est dingue, on ne peut plus dire aujourd'hui, je ne sais pas, je trouve pas l'info, c'est pas possible. Avec YouTube, c'est pas possible. C'est incroyable. Et même mon père qui critiquait ça, maintenant il regarde des trucs de bricolage sur YouTube, je dis bah tu vois. Non mais c'est incroyable. Ouais. Et donc YouTube, je vous recommande Ludo Salen, un super mec qui est vraiment pour moi le mec le plus en avance sur l'IA générative en France. Ouais, sur la version francophone, il produit beaucoup de contenu. Là il a passé les 100 000 abonnés sur YouTube, bravo Ludo. Mais c'est mérité parce qu'il fait un vrai travail de recherche. Alors parce qu'on est au micro, du coup je te montre ce que j'étais en train de regarder à midi. On parlait de Perplexity et à midi j'étais en train de regarder la vidéo justement de Ludo sur Perplexity où il en parle pour voir les cas d'usage concrets, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Moi, il y a 2 personnes que j'aime bien suivre, c'est Ludo et le jeune Théo Leblanc. Je sais pas si je crois que c'est Théo Leblanc qui s'appelle. C'est un petit jeune, il a 17 ans, il est à fond sur l'IA, etc. Il fait pas mal de buzz. Et j'aime bien ces deux, mais Ludo, il est vraiment dans une démarche, tu vois, de recherche applicative, avec du contenu produit en masse sur tous les sujets. C'est un truc de ouf. Il délivre beaucoup de valeur. Ouais. Énormément. Grosse reco pour commencer sur le francophone. Franchement. Et après, il y a énormément de formations aussi gratuites. Alors je les ai plus en tête là, je te les passerai. Ouais, tu me les passeras, on les mettra dans le descriptif. Tu vois je crois que c'est des grosses boîtes comme Amazon, Google, tu vois, des Microsoft qui proposent des formations gratuites. Alors j'ai jamais vraiment essayé, donc je pourrais pas vous dire ce que ça vaut, mais je pense qu'il faut tenter. Ça existe, ouais, ça existe. Et après en termes d'outils, moi ceux que j'aime bien mettre en avant, bah forcément c'est ceux que j'utilise. Donc moi qui suis, comme je te l'ai déjà dit, assez économe. Oui. J'allais te poser la question du coup, parce que si tu mets tout ça parallèle d'un cabinet, il coûte de 20 balles par mois par outil. Pour le coup, sur le sujet, je suis plus du tout économe parce que ça te fait tellement gagner de temps. Enfin, tu vois, tu te dis, tu regardes
ton taux de facturation horaire, tu regardes combien de temps tu gagnes grâce à ces outils, ben tu te dis en fait il y a pas photo, tu vois. Je vais pas faire ma pince parce que ça va me faire gagner tellement de temps. Je vais gagner de l'argent, tu vois. Donc quand même il y a un temps d'apprentissage au début, faut le rappeler. Par contre, c'est important. Ouais, c'est important. Il faut vraiment, il y a un temps de prise en main sur tous les outils que je vais mentionner, plus ou moins long, mais autant Perplexity, on peut y aller comme ça, on sera quand même content. Mais après, pour pousser les cas d'usage, il faut du temps. Donc Perplexity, le premier. Franchement, si vous avez un abonnement à payer, Perplexity. Tu viens de me convaincre. Ouais, sincèrement. Après, faut se faire aussi son idée, mais selon ce que vous faites, comment vous l'utilisez, je pense que c'est le plus général, Perplexity. ChatGPT, forcément. Vous pouvez tester. Moi, j'ai pas encore fait parce que je me focus sur un outil, parce que si je commence à regarder tous les outils, je peux plus, tu vois. Donc, je regarde un peu ce qui se passe. Et tu vois, il y a des évaluations, il y a des sites aussi, tu vois, qui évaluent les modèles, etc. Donc, je regarde un petit peu ce qui se passe. Mais Perplexity, ChatGPT, Gamma pour les présentations. Et après, c'est pas vraiment de l'IA, mais on peut connecter un ChatGPT dessus, c'est Make. Là, tu ouvres la porte du no-code et là, c'est. Et là, on s'arrêtera pas. Là, je viens de voir le timing et là, je prends la porte ouverte, mais on reparlera du no-code, carrément. On reparlera du no-code. Non, un autre outil juste à base d'IA, c'est Midjourney. Midjourney pour générer des images, c'est ultra quali et beaucoup plus que DALL-E, la fonctionnalité gratuite de ChatGPT qui permet de le faire. Moi, je me suis abonné il y a pas longtemps parce qu'en fait, j'ai un client qui fait big up, Émile, si tu nous écoutes, qui fait toute stratégie, qui est DA. Directeur artistique très doué, spécialisé dans la fintech. Allez regarder son site, Milite, il est juste ouf, je le kiffe. Et c'est lui qui m'a reboosté un petit peu l'image. Là, j'ai pas encore communiqué dessus, mais sur Home Conseil. Et en fait, il m'a généré un prompt pour Midjourney pour faire toutes mes images, tu vois. Je sais pas si t'as vu, si vous avez eu le support de ma formation ou si vous avez vu le workshop à Penny Lane, c'est toutes les images qu'il y avait sur le support. En fait, ça a été fait avec Midjourney et un prompt spécifique. Ok. Écoute, on partagera tout ça. Dernière question, c'est avec tout ça, vu que tu touches quand même bien à l'IA, comment tu vois le métier toi dans 5 ans? Comment je vois le métier? Je le vois beau. Je le vois beau, je le vois intéressant. Je le vois très intéressant à condition d'être curieux et de prendre les choses en main, de s'intéresser au sujet et de pas avoir peur du changement. Tout simplement, c'est d'être conscient que notre métier évolue, qu'effectivement les collaborateurs vont devoir endosser un autre rôle, vont devoir se former finalement comme je l'ai fait moi en ouvrant mon cabinet. J'étais nul en communication, sur LinkedIn, en marketing, en ce que tu veux. Bon, j'aimais la stratégie, l'économie, etc. Donc ça m'a aidé. Mais c'est vraiment de se dire, en fait, demain, mon job, ce que j'aime dire aussi, c'est que hier on vendait du temps de saisie, tu vois, de nos collaborateurs. Demain, on va vendre du temps d'écoute, tu vois, d'empathie. Il va falloir qu'on écoute, qu'on ait une relation beaucoup plus proche et du coup beaucoup plus intéressante, parce que beaucoup plus humaine. Et le métier, je le vois, passer d'opérateur de saisie à consultant. Et on a tout le bagage. DCG, DSCG, on a vu toutes les matières qu'il nous faut, finance, contrôle de gestion, stratégie, on a tout. Il faut juste réactiver ces connaissances. Magnifique. Où est-ce qu'on peut te contacter? On peut me contacter sur LinkedIn. Avec plaisir, bien sûr. Sur LinkedIn, par mail, je mettrai mon mail. Mais LinkedIn. Moi, je suis LinkedIn addict. Je réponds à tout le monde. Si vous avez besoin, même on se fait des visios. J'en fais souvent des visios de 30 minutes avec des confrères qui s'intéressent au sujet pour envoyer des petits tips, les aider, les guider. Moi, c'est un plaisir, c'est une passion et j'ai envie de partager. Et donc c'est le moteur. Bah écoute, franchement, ça s'est entendu. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi et que j'en ai pris à faire cet épisode, en tout cas à l'écouter, parce que c'est une vague, c'est une révolution. On y est, quoi, et on peut pas passer outre. Et il y a tellement, parce que là on a donné quelques cas d'usage, et il y en a tellement d'autres aussi, et la créativité est importante dans l'utilisation de l'IA, et le temps de veille. Le temps de veille d'investissement, c'est de la R&D. Clairement. C'est ça. Magnifique. Si vous êtes toujours avec nous jusque-là, c'est que ça vous a plu, mon Dieu. Alors, vous savez ce que vous faites. Vous prenez votre téléphone, si vous écoutez sur votre téléphone, et vous allez mettre 5 étoiles, s'il vous plaît, sur l'application. Et si vous courez, vous avez une bonne excuse, parce que du coup, je vous ai fait un épisode d'1 heure. Et si vous courez 1 heure, un peu plus d'1h10, je pense, c'est qu'on est bon pour aller faire le marathon ensemble. Rendez-vous en avril 2025. Non, je déconne. On verra ceci. Mais tout ça pour dire, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao.